C'est l'heure du sonneur. Et toujours très heureuse de retrouver mes deux chroniqueurs, Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous ce matin. Alexandre Langlois et votre livre Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma, Régis de Castelnau, le blog Vue du droit et une justice politique toujours. Alors là, on est en plein encore dans ce livre et on va en parler dans quelques instants. Un livre aux éditions L'Artilleur, évidemment. Premier sujet abordé ensemble, nouvelle qui est tombée hier, après 1 mois et demi de procès au tribunal correctionnel de Paris, le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, pas rationnel. Les réquisitions sont donc tombées hier. Le parquet a requis une peine d'inéligibilité à l'encontre de tous les prévenus, dont Marine Le Pen et Louis Alliot, accusés d'avoir détourné des fonds du Parlement européen au profit du parti. Il demande également au parti 4,3 millions d'euros. Mais là, le plus fort, c'est quand même contre Marine Le Pen. Le parquet a demandé 50 prisons, dont 2 fermes aménageables, 2 ans de prison ferme aménageable, 5 ans d'inéligibilité avec, attention, je précise, exécution provisoire, c'est-à-dire qu'au jour du jugement, ça s'exécute. Une amende de 300 000 euros. Voilà, évidemment, elle a réagi hier, Marine Le Pen, et on l'écoute. C'était la chronique annoncée de l'inéligibilité réclamée. Ça n'est pas une surprise. Je me suis fait mon opinion au bout de quelques jours, il faut bien le dire, d'audience, auquel j'ai participé, comme vous l'avez vu, quasiment tous les jours. Bon, donc je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. Notamment la réclamation de l'exécution provisoire qui frappe de manière, dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis, y compris des assistants qui, par ailleurs, pour certains, n'ont jamais eu aucune responsabilité politique. Bon, moi, si vous voulez, aujourd'hui. Il y a eu au moins un événement qui aurait pu nous faire sourire si les faits n'étaient pas, somme toute, aussi graves et les enjeux aussi importants. C'est l'aveu de Madame la procureure. Quand elle a dit, écoutez, sur ce contrat, je n'ai absolument aucun élément, je réclamerais bien, mais je ne peux pas réclamer la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Bon, écoutez, quand un procureur est capable de dire une chose pareille, il ne faut pas s'étonner après de la violence de ces réquisitions, de l'outrance de ces réquisitions. Je souhaite que le tribunal ne suive pas le parquet et entende, encore une fois, l'ensemble des arguments que nous avons pu développer. Voilà, alors avant de vous donner la parole, et sur ce sujet, évidemment, je vais me tourner d'abord vers Régis de Castelnau. Précision, parce qu'on l'entend dire des choses tout de même assez graves sur ce parquet qui dit je ne peux pas demander la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Alors, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, plusieurs confrères, plusieurs journalistes ont bien, en effet, confirmé la véracité de ces propos, mais signalé qu'il s'agissait là, en l'espèce des contrats litigieux attendez, je vais vous retrouver son nom. Ça ne concernait pas Marine Le Pen directement. De Jean-François Jalles, qui est un ancien vice-président du Rassemblement national. Voilà. Et ça concernait son contrat litigieux. Je peux vous donner les propos exacts qui ont été donnés par le grand reporter pour la justice à BFM TV, qui était sur place, évidemment. Je ne peux pas demander une relaxe partielle, ça me ferait trop mal. Je m'en rapporte donc à la décision du tribunal. Voilà les propos. Et un peu plus tard, je ne vous demande pas la relaxe. Non, ça vous demandait trop mal. Voilà. Donc on a bien ces propos qui sont confirmés, ces propos de la magistrate qui ont été cités par Marine Le Pen. Je me tourne donc vers Régis de Castelnau. Pas être surpris des propos pareils, enfin voyons. C'est voilà quelqu'un qui prend ses réquisitions, qui est politiquement, idéologiquement, sociologiquement totalement opposé au Rassemblement national. Ce sont ses opinions, parfaitement le droit, mais qui prend des réquisitions en disant au nom de la société, au nom de la République, et qui prend des réquisitions en disant « Oh mais vous comprenez, j'ai rien ». Mais je peux pas vous demander de relaxer, ce qui était son devoir. Mais je vous demande, débrouillez-vous. Mais moi, je vais pas prendre cette responsabilité. Bon, mais Régis, elle a dit ça au sujet du contrat de Jean-François Jalles, qui est pas directement de Marine Le Pen.
Voilà. C'est pas le problème, Oui. Clément, c'est pas le problème. Elle a un ensemble de dossiers, dont je vais dire un mot. Elle a un ensemble de dossiers, hein, et sur un dossier, parce que la responsabilité du parquet, il a la conviction, qu'il n'a pas réussi à porter la preuve d'une infraction, deuxièmement, qu'il a la conviction que cette infraction n'a pas été commise, hein, il demande au tribunal de prononcer la relaxe. Enfin, voyons, c'est élémentaire. Oui. Il a été formé, il a prêté serment, il a une mission, il doit l'accomplir. Là, non, je peux pas. Je peux pas parce que ce sont des nazis qui mangent des petits-enfants. Oui, oui. Mais je les connais assez, c'est ça. Bon, alors sur le fond... Oui, mais de le dire à- quand même, ça me ferait trop mal, c'est grave. Hein. Mais enfin, c'est insensé. Mais moi, je ne suis pas surpris une seconde. Je ne suis pas surpris une seconde. Parce que c'est quoi le problème? On a un appareil judiciaire en France qui est politisé. J'ai écrit un livre que vous rappelez à chaque occasion, ma chère Clémence, Oui, mais dans lequel j'ai expliqué le processus et ce à quoi il avait abouti. Bon. Et cet appareil judiciaire, je parle bien politique, hein, cet appareil judiciaire est autonome. Il a construit une indépendance, mais ce n'est pas une indépendance pour qu'il devienne impartial, c'est une indépendance pour qu'il devienne partial, politiquement. Cet appareil judiciaire, il s'est auto-attribué. Ce n'est pas un ordre qui lui a été donné. Il s'est auto-attribué une mission. Il soutient idéologiquement, je me répète, politiquement, sociologiquement, c'est un ensemble. Il faut savoir qui est-ce qui va à l'École nationale de la magistrature. Comment cette magistrature est composée, qui soutient le pouvoir oligarchique. Ils ont choisi en 2017 de disqualifier François Fillon pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Et depuis, ils accomplissent 3 fonctions. Premièrement, ils alors, soutiennent... attendez, Régis, parce qu'on a un petit souci, j'ai l'impression que c'est un problème de connexion, on vous entend un peu mal. Enfin, disons qu'il y a un écho un peu étrange, un peu mécanique. On va se retourner un petit peu du côté d'Alexandre Langlois pendant qu'on tente de récupérer votre connexion. Je vais peut-être changer L'équipe va vous joindre et on va voir les problèmes techniques. Et moi, je me tourne du côté d'Alexandre Langlois en attendant. Alexandre, vous avez entendu le début de ce que disait Régis de Castelnau. Comment vous réagissez, vous ? Moi, je laisserai Régis poursuivre sur le côté juridique. Après, sur le côté pratique, il y a 2 choses déjà qui me choquent pas, enfin qui me choquent pas parce que il y attendait, mais qui me choquent sur le principe quand même. Il y a la première chose, effectivement, Emmanuel Macron l'avait dit, les procureurs sont aux ordres du pouvoir exécutif. Quand Madame Belloubet était garde des Sceaux, il a dit voilà, et après il était allé plus loin, c'est lui qui avait décidé de nommer le procureur de Paris. Je rappelle également que son ami qui avait aidé dans l'affaire Benalla avait été nommé procureur général auprès de la Cour de cassation. Donc Monsieur Molins. Donc résultat des courses, en fait, les procureurs ne sont pas là pour juger ou donner des réquisitions, enfin sur le papier au nom du peuple français, dans les faits au nom d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc résultat des courses, c'est peu étonnant que ce soit une histoire politique. La deuxième chose qui me choque, c'est la réaction de Marine Le Pen, justement, qui dit vous avez vu la réaction du procureur qui a dit ça, en faisant croire que ça parlait d'elle. Et en fait, c'est une fois de plus, on sort les mots du contexte et on manipule pour avoir son truc. Donc, je veux dire, c'est contre-productif derrière ce que les gens vont creuser à notre époque. Et en plus, les journalistes qui sont dans la salle ne sont pas forcément favorables à ces idées, à ce qu'elle défend. Donc, du coup, ils vont forcément remonter l'information en disant oui, ces propos ont bien été dits, mais oui, vous manipulez l'information comme vous accusez vos adversaires politiques de le faire. Donc, à partir de là, je veux dire, on est chez les pieds nickelés. Donc, les deux sont en train de se dire le système est méchant, mais chacun joue la carte du système en manipulant les faits pour les tordre, pour que ça rentre dans son narratif et dans ces choses-là. Et enfin, la dernière chose, l'éligibilité. Je trouve que ça, c'est un problème français de dire, moi, je serais un petit peu comme les États-Unis avaient tranché, qu'on puisse élire un président en prison. La question s'était posée au moment de Trump, est-ce qu'on peut élire un président américain à partir de sa prison? La réponse avait été oui. Ça aurait été drôle qu'on puisse le faire en France, parce qu'on se sert en fait de l'éligibilité pour empêcher les Français de voter pour une personne ou pas. Alors que si on disait la personne est condamnée, les Français le savent, la personne peut même être en prison, est-ce que vous voulez voter pour cette personne? Ce serait intéressant qu'on pose la question. C'est sur ce côté ça que je trouve que la démocratie américaine a des choses amusantes qui sont rigolotes sur le truc, mais dans les faits ont un impact incroyable sur la pratique. Et après, je laisserai Régis continuer, parce que je sais qu'il avait développé sur le fait qu'il appelle ou pas. Ah oui, ici, sur l'exécution provisoire. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses aussi en France où il n'y a pas d'exécution provisoire
parce qu'on attend la confirmation des faits. Il y a eu beaucoup de choses sur ces choses-là. Par exemple, M. Benalla, ami de M. Macron, avait pu continuer de faire le tour du monde avec des passeports, avec tout ce qu'il voulait, en attendant la confirmation de son jugement. Là, on a M. Fillon qui va rembourser sur 10 ans ce qu'il a fait, les choses, etc. Mais là, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le jugement final, parce qu'ils ont fait le calcul avec tous les appels et la lenteur de la justice. Bien sûr. Même s'ils le mettent au-dessus de la pile pour que ça s'accélère, peut-être qu'en 2026, les jeux ne seront pas faits. Donc, du coup, il y a plusieurs questions et plusieurs choses, en fait, où la France est en dessous de tout au niveau de la justice. Parce que si c'est ce qu'on attend, c'est absolument pas de justice dans ce procès. C'est que politique, que ce soit pour Marine Le Pen, que ce soit pour Emmanuel Macron, et on est bien loin de quelque chose, je veux dire, d'éthique et de légitime. Ouais, et c'est vrai que ça pose vraiment la question. Une chose qu'a dit aussi Marine Le Pen qu'on n'a pas entendue, elle a dit elle accuse le parquet de vouloir priver les Français de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Et c'est vrai que même s'il y a erreur, enfin il y a imprécision, on va dire, dans ce qu'elle dit, et cette fameuse « ça me ferait trop mal », cette fameuse sortie de la magistrate, eh bien, malgré tout, c'est bien l'idée et l'image que ça renvoie. Je me retourne vers Régis de Castelnau, qu'on a récupéré avec, je crois, un son humain, cette fois-ci. Bon, Beaucoup mieux. J'espère qu'il est meilleur. Oui. Bon, alors, sauf que moi, j'ai mon gros casque sur les oreilles. C'est pas grave. Toujours est-il. Alors, ce que je veux ajouter sur la référence aux États-Unis, ça a été, comment dire, les 2 ans qui viennent de s'écouler, ça a été une démonstration de l'instrumentalisation de la justice américaine pour essayer de se débarrasser de Trump. Une caricature. Le problème, c'est qu'en France, on fait pareil. C'est ce qu'on appelle le lawfare maintenant, pour imposer et empêcher les peuples de s'exprimer, on instrumentalise la justice. Et en France, c'est une caricature depuis déjà un moment. Cette justice, elle a choisi Emmanuel Macron en 2017. Depuis, elle fait 3 choses, la justice. Première chose, elle protège Emmanuel Macron. Parce que là, on a le procès du RN, je veux bien, on pourra en dire un petit mot du fond, de qu'est-ce qui est en cause, et je pense que le RN a des responsabilités dans la façon dont il a géré, non pas les affaires auparavant, dont il a géré la procédure. Il s'est exposé, il a fait, à mon avis, une mauvaise défense. Toujours est-il que la première fonction de cette justice, c'est de protéger Emmanuel Macron. Quand est-ce qu'on va avoir les procédures concernant Alstom, concernant McKinsey, concernant le fonds Marianne? Scrupuleusement, cette justice ne bouge pas. Les dossiers sont enterrés. Ça prend un temps absolument fou. Et lorsque, enfin, ça vient, 10 ans après, et je pense à l'affaire du Modem, comme par hasard, M. Bayrou est relaxé. C'est pas sérieux, hein? Bon, voilà. Ça, première chose, je protège le système Macron. Deuxième chose, si les couches populaires s'expriment, si elles lancent un mouvement social contre les retraites ou bien les gilets jaunes, on les massacre. Oui. On les massacre. Dans mon livre, il y a tout un chapitre relatif à la façon dont, sur le plan judiciaire, les gilets jaunes ont été traités. On a eu des organisations internationales qui sont venues dire « mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? La France n'est plus une démocratie, c'est pas vrai. » Donc, ça, c'est la deuxième fonction. Je réprime les mouvements sociaux. Et la troisième fonction, je tape sur les adversaires. Alors là, c'était un petit peu, comment dire... l'a atténué ces temps-ci. Il y a toujours, bien évidemment, Mélenchon qui est dans le collimateur depuis les fameuses perquisitions où il s'était mis en colère. On a mis en examen il n'y a pas très longtemps Sofia Chikirou et on fait on se sert de la justice pour combattre les adversaires politiques du système Macron. Alors, on protège Macron, bien sûr, et puis on est en train de préparer tranquillement, avec ce qui vient de se produire pour le RN, on est en train de préparer tranquillement 2027. Alors, sur le fond... Oui, attendez, juste pardon, parce que j'ai pensé à ça, évidemment, parce que maintenant je commence à réfléchir avec votre grille d'analyse que vous nous offrez tous les jeudis. Mais même stratégiquement, si on pensait à jouer la carte Macron, est-ce que ce ne serait pas intéressant de garder Marine Le Pen, justement ? Vous voyez, politiquement. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était le repoussoir idéal. Oui et non. C'est la raison pour laquelle ce sont des réquisitions. Ce sont des réquisitions. Ce que fera le tribunal sur le fond, je ne sais pas. Bon. Alors, concernant les peines encourues, elles sont lourdes. Et, comment dire, elles sont aussi le fruit
du comportement pusillanime et lâche de la classe politique. Parce que depuis maintenant 20 ans, ceux qui passent leur temps à se plaindre des décisions de justice, ce sont eux qui ont voté des lois de plus en plus sévères, avec l'exécution provisoire de l'inéligibilité, ce qui est une hérésie au plan des principes, au plan de la façon dont fonctionne le droit pénal. Maintenant, le double degré de juridiction, avec ce système-là, est anéanti. C'est-à-dire que le juge, on lui dit, mais attendez là, on veut se débarrasser de celui-là, dépêchez-vous. Ne le laissons pas utiliser les principes du droit pénal. Une arme de plus pour la justice politique. Voilà. Et donc, les politiques n'ont pas à se plaindre de ça. C'est eux qui ont mis en place ce système en pensant que ça allait plaire. Ils font de la démagogie et après, ils sont surpris quand ça leur tombe dessus. Alors, sur le fond de l'affaire et des poursuites contre l'ERN, c'est le système des emplois que je vais appeler emploi de cabinet ou d'assistant, comme vous voulez, de ceux qui ont été choisis par le peuple pour les représenter. Et là, on a une dérive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la façon dont les élus, je dis bien les élus, font de la politique, le juge s'arroge un droit de contrôle. Il s'arroge un droit de contrôle, c'est-à-dire qu'il dit, bon, bah, écoutez, voilà, vous êtes député de l'Assemblée nationale, vous êtes parlementaire européen, et donc la façon dont vous allez travailler, on va la contrôler. On vous donne des assistants qui sont là pour vous aider à faire de la politique. Mais moi, le juge, je vais dire, mais attendez, là, vous avez choisi quelqu'un qui n'a pas les bonnes compétences. Mais attention, là, vous avez choisi quelqu'un qui est resté à Paris pour vous faire des dossiers, pour travailler pour le parti. Pour le parti. Je rappelle que les partis sont dans la Constitution. Ils contribuent à l'expression du suffrage universel. Et ce système-là, alors je ne suis pas en train de dire que ce qui était un sport national chez tous les élus, on ne l'a reproché qu'à François Fillon, on s'est bien gardé de le reprocher à Bruno Le Maire. C'est un ami d'Emmanuel Macron, qui a employé sa femme artiste peintre que personne n'a jamais vu à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, là aussi, ça démontre bien le caractère politique de la démarche. Là, pardon, je fais juste une parenthèse. Selon l'accusation, il parle d'un système de gestion centralisé qui est établi pour vider les enveloppes de 21 000 € par mois auxquels les députés européens avaient le droit, pour rémunérer donc les assistants parlementaires fictifs, je cite encore. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? En réalité, ils vont travailler, ils emploient, comme vous le disiez, des gardes du corps, des graphistes, des secrétaires, en vue de soulager les finances du parti en France. Voilà ce qui est reproché. Alors, le problème, c'est bien celui-là. Il s'agit de fonds qui sont des fonds qu'on vous alloue, parce que la démocratie, elle a un prix, mais elle a un coût aussi. On vous alloue des fonds, et donc, ces fonds, vous les utilisez pour faire de la politique. Je suis tout à fait désolé que Marine Le Pen ait un garde du corps, c'est de la politique. C'est parce qu'il faut qu'elle puisse exercer son mandat. Autre chose, ce sont les emplois fictifs des privés. Quand la Générale des Eaux, devenue Veolia, avait employé des politiques ou des membres de la famille des politiques en espérant avoir des retours avec des contrats ou des choses comme ça, oui, ça c'est de la corruption. Je suis bien d'accord. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, c'est qu'on dit, voilà, on vous donne de l'argent, mais c'est à vous de l'organiser. Est-ce que, si vous voulez, je ne suis pas en train de justifier de l'immoralité, mais moi, quand on vient me dire, mais attendez, il y avait des secrétaires qui étaient à Paris, qui travaillaient pour le RN, avec l'argent qu'on donnait aux élus pour qu'ils puissent travailler, moi, ça ne me choque pas, parce que c'est comme ça. Alors, attention, il ne faut pas non plus y faire n'importe quoi. Mais ce qui me gêne beaucoup dans cette affaire, c'est que toute cette évolution, cette façon, et ça c'est depuis l'affaire Fillon, puisque on surveille désormais les élus, ils doivent justifier de leur ticket de métro, ils sont, encadrés sur toutes les dépenses qu'ils peuvent effectuer, ils sont contrôlés dans l'embauche de leurs collaborateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a plein de crises, plein d'affaires relatives aux attachés parlementaires comme ça, on me demande trop de boulot, il y a du harcèlement, etc. Parce que, justement, l'embauche de gens sûrs, de gens à qui on peut faire confiance, est aujourd'hui quasiment empêchée. Bon.
ça méritera dans les jours qui viennent d'être un peu plus expliqué. Mais ce que je veux dire, et ce qui est important avec ces réquisitions, c'est que la magistrature, la justice française est toujours dans ce rôle et que la cible actuelle qu'on met sous contrôle, c'est le Rassemblement national. Ce que je constate, c'est que le RN a donné tous les gages qu'on peut imaginer. Ouais. Rappelez-vous qu'ils ont refusé catégoriquement de condamner les incidents où on a jeté des gendarmes français par terre dans la police israélienne est rentrée dans un territoire national français pour s'y livrer à des exactions. Ils ont refusé catégoriquement de condamner. Ils ont se sont en revanche précipités sur les incidents à Amsterdam. Ils sont dans une stratégie de dédiabolisation qui est vraiment évidente. Malgré ça, on leur rappelle quand même qui c'est qui commande. Oui, ça c'est vrai qu'avec tout l'effort qui se donne quand même. En parlant d'équipe bien... Oui, allez-y Alexandre Langlois. Une petite précision, c'est quand même, j'ai un petit désaccord avec Régis, c'est sur la philosophie, pas sur le droit, là, je le laisse maîtriser, mais sur le fait que moi, quand je suis payé pour faire un travail ou qu'on donne de l'argent pour faire un travail, on fait le travail qu'on nous a demandé. Et là, effectivement, c'est un sport national pour tous les élus de détourner l'argent et de le donner à quelqu'un d'autre, à d'autres fins. Effectivement, ça fait de la politique, mais c'est de l'argent public. Ce serait l'argent des adhérents, je dis, les adhérents font ce qu'ils veulent, mais là, du coup, c'est de l'argent public et dans un contexte où il y a un petit peu une crise budgétaire, on nous dit l'argent public, on ne sait pas trop où ça va. Voilà, du coup, j'ai envie de dire qu'on dit l'argent public sert à ça, ce serait bien qu'il serve à ça. Si on dit qu'il y a des problèmes, je rappelle que c'est ces gens-là qui font les lois, ils peuvent dire on va changer la loi parce qu'on préférait que ce soit différemment. Voilà, et un petit mot d'humour, Marine Le Pen qui dit régulièrement la justice trop laxiste. Bon, voilà, comme Régis l'a rappelé, à force de faire des lois qui cadenassent tout ça, d'un moment, ils payent le prix cassé. Donc voilà, et pour ce qui est le financement des partis politiques, je rappelle aussi également que s'ils veulent se mettre tous ensemble, ils l'ont fait déjà justement pour la loi de financement des partis politiques. Là, ils avaient voté tous d'un bout à l'autre de l'hémicycle pour dire tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, on s'amnistie tous. Donc en fait, c'est toute une caste qui est en train de détourner du pognon pour une partie dans un moment de crise budgétaire et ça me pose des questions philosophiques. Et la dernière chose, c'est aussi le fait que c'est effectivement la justice qui sert d'arbitre à des élections de la souveraineté populaire. Oui. Moi, j'aimerais bien, plutôt que ce soit ça, qu'on retourne devant le peuple. Qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là Évidemment. Et ces choses-là? Ça, c'est le fond du sujet. C'est pas le vrai fond, c'est pas les bonnes personnes qui doivent s'occuper de ça. Parce que quand on vérifie comment utiliser l'argent public, ça me semble logique, mais c'est le peuple qui est souverain pour le décider et pas des juges et surtout des procureurs au service de l'Élysée. Et dernier petit point, je ne sais pas si Régis aura la même analyse, et là, je suis désolé Clémence, mais j'aimerais bien avoir son point de vue sur ça. C'était fait par l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, il y a eu les élections à ce moment-là et ils avaient passé ça rapidement et pour qu'on dise, on fait appel au moment des élections, ça avait été avec des réquisitions incroyables du procureur. Et puis quelques années après, quand tout s'était tassé, hop là, cour d'appel et puis finalement pas grand-chose. Et là, je me dis... Oui. Ah oui, c'est bon, parce que je me voyais que moi, c'est pour ça que je te voyais. Non, on est là. Enfin, Régis, je ne sais pas, mais nous, on est là. Et la question suivante est la suivante, c'est que là, il va y avoir des réquisitions très fortes, etc. J'imagine que le jugement va être un peu différent, ce qui va permettre au procureur de faire appel en disant « je n'ai pas été entendu ». Et j'imagine l'appel un petit peu avant 2017, avant les élections présidentielles, pour mettre un petit peu la pression sur le RN au moment du choix de son candidat. Moi, je fais le pari que le jugement va être va pas aller suivre les réquisitions du procureur pour que le procureur fasse appel et qu'on ait le magnifique procès en appel vers janvier 2017. Oui, en fait, donc ça rejoint la question que je me posais moi tout à l'heure, question un peu politique aussi, de stratégie, enfin de justice politique justement, pour revenir au titre. C'est-à-dire, pourquoi avoir fait ça alors qu'ils ne veulent a priori pas se débarrasser complètement de Marine Le Pen parce qu'elle est bien utile aussi pour la Macronie. Donc, oui, c'est d'avoir un appel. Procès juste à ce moment-là, juste avant l'élection de 2017. Je prends le contre-exemple d'Alexandre Benalla où son procès en appel s'est déroulé juste après les élections pour pas déranger. Voilà. Donc, j'imagine que là, la stratégie va être inverse et que du coup, Marine Le Pen va bien garder sa place de repoussoir du système juste pour les élections et avec le côté en disant est-ce que les électeurs vont voter pour quelqu'un qui pourrait être condamné demain? C'est ça. Oui, non, dans ce cas-là, ça tient la route, en effet. Régis? Alors, on vous a perdu, on voit vos lunettes, mais plus votre tête. Ah bon? Oui, il faut bouger un peu votre écran, votre caméra. Attendez, qu'est-ce que la caméra? Voilà, c'est mieux. Ah oui, mais ça, c'est la caméra qui est, comment dire... Oui, non, elle a l'IA ou elle a je sais pas quoi et tout. Donc, mais il faut faire attention à ces choses-là. Bon,
Donc là, j'espère qu'on m'a. Là, on vous oui, non, ce que je veux dire, c'est que première observation qu'a fait Alexandre, quand on paye des gens, on veut qu'ils fassent le boulot. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, Alexandre. Quand on donne de l'argent aux politiques, on a dit financement public. Donc vous êtes parlementaire, votre parti en fonction du nombre de voix, on vous donne de l'argent. La façon dont vous faites cette politique, vous êtes libre. Vous êtes libre de le faire, et c'est un principe. Après, je peux être trouvé désagréable si on achète des grosses voitures aux dirigeants. Hein, mais ça, c'est pas mes affaires. Je suis pas membre de ce parti. Hein, je vote pas pour eux. Donc, le problème, c'est que le juge, autorité judiciaire, hein, qui n'est élu par personne, que ce soit lui qui décide ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Non, non et non. Je ne veux pas de ça. Je veux que ce soit effectivement une liberté politique. On fait les affiches qu'on veut, on s'exprime comme on l'entend, on organise autant de meetings qu'on veut. Ça, et puis on affecte les missions des uns et des autres à ce qu'on pense utile pour le parti. Qu'il y ait des possibilités de dévoiement, c'est tout à fait exact. Et là, c'est très facile à contrôler, très facile. Hein, bon, donc il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Alors, en ce qui concerne l'aspect tactique par rapport aux élections, je rappelle que Bardella n'est pas poursuivi. Bardella, il est tranquille. Donc, il peut y avoir la tentation de dire, hop, on se débarrasse de Marine Le Pen, hein, on aura Bardella, avec lui, on pourra s'arranger. Parce qu'en 2027, le souhait, bien évidemment, de l'appareil judiciaire, dont je rappelle qu'il est autonome politiquement, il n'obéit pas à des ordres. C'est spontanément qu'il soutient ce système. C'est spontanément, hein, c'est politiquement. Je pense qu'il va s'interroger. Et tout ça sera pesé au trébuchet. Est-ce qu'on prononce une exécution provisoire? Est-ce qu'on audience à tel moment par rapport à 2027, etc., etc. On ne sait pas. Elle est un repoussoir, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en 2027, si Marine Le Pen est au second tour, moi, compte tenu du résultat des législatives, où on a 66% des électeurs qui ont refusé l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, tout à fait possible qu'à ce moment-là, on la maintienne parce qu'elle est repoussoire. C'est aussi un risque. C'est aussi un risque. Donc voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont, ils vont mener ça. Simplement, ils vont le faire. Moi, c'est mon opinion, mon analyse. Ils vont le faire en tant que force politique qui souhaite le maintien du système Macron. Allez, changeons de sujet, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le RN et les assistants parlementaires, mais c'était important justement de faire le point. J'étais très contente que ce soit justement hier que ce soit tombé, qu'on puisse en parler en police-justice. Je ne parlerai donc pas de la crise des commissaires européens, mais c'est important, je le signale quand même, juste début de crise politique, je cite les Échos, hein, ça c'est intéressant quand même, les Échos. Les Échos écrit: le contraste frappe entre la promptitude de Donald Trump à former son cabinet après sa réélection la semaine dernière et le début de crise politique qui secoue le Parlement européen au terme des auditions des 26 commissaires désignés du nouvel exécutif de l'Union européenne, dont font partie notre cher Stéphane Séjourné, je vous rappelle, hein, candidat à la prospérité et à la stratégie industrielle. Cette coalition, dite coalition von der Leyen, numéro 2, n'a été validée au terme des euros qui étaient organisés mardi dernier. Aucun n'a été validé, aucun des vice-présidents exécutifs n'a été validé. Donc c'est climat de crise au sein de l'Union européenne, alors que de l'autre côté, Donald Trump forme son cabinet, visiblement à toute allure. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je file tout de suite sur deux sujets. Une parenthèse sur le sujet-là, c'est qu'il y a une grosse différence. Donald Trump a été élu, von der Leyen n'a pas été élu par le peuple. Et après, la deuxième chose, et c'est très important le mot que tu as dit, les commissaires sont désignés, ce qui montre que quand il y a un problème, c'est que des fois, les désignations de notre élite politique ne correspondent pas forcément au peu de souveraineté que le peuple a par ses représentants qui ne représentent pas forcément nos intérêts, mais qu'il a donc s'est tronqué. Donc, ça montre que le système démocratique est vraiment malade en Europe. Voilà, c'est les grosses différences de nomination et de petits arrangements entre partis et des élections directes. Voilà, petite parenthèse fermée. Oui, Régis, juste une phrase sur ce sujet. C'est, je crois, la tentative de mainmise de Ursula von der Leyen qui veut
transformer l'UE en État fédéral, et elle se retrouve, et Alexandre a entièrement raison, élu par personne, ce personnage corrompu, ce personnage totalement asservi aux intérêts américains, démocrates, essaye d'imposer une évolution de l'UE dont finalement les peuples ne veulent pas, et elle le fait de cette façon-là. Qu'il y ait une réaction du Parlement, ça me réjouit. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Oui. J'ai vu que Macron s'était précipité pour aller avec Scholz, avec le patron de l'OTAN. Bien sûr. Voilà, il soutient Ursula von der Leyen, sachant que von der Leyen et Scholz, ce sont aussi les deux faces de la même pièce. C'est la mainmise d'une Allemagne inféodée aux États-Unis que l'on essaye de nous imposer. Alors, allons sur le match France-Israël. Alors, je cite encore une fois, Le Figaro et l'édito d'Yves Tréhard. France-Israël, un match contre la bêtise. Alors, on va parler de ce match contre la bêtise ou match contre l'antisémitisme. C'est aussi ce qu'on a pu voir et entendre d'ailleurs un peu partout. Et on l'a entendu ce matin sur Europe 1 à 6h du matin dans le Flash Info. Écoutez. Dans l'actualité ce matin, le quartier du Stade de France transformé en forteresse. Sécurité maximale pour un match à très haut risque ce soir, France-Israël. Cette rencontre s'est muée en symbole de lutte contre l'antisémitisme. Le président Emmanuel Macron sera sur place, ainsi que le Premier ministre Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande. La République largement représentée dans les tribunes ce soir. Sarkozy, Hollande, Macron, tout ça dans la forteresse donc du Stade de France. Je précise, ça c'est pour le sujet plutôt d'Alexandre Langlois. Il y aura un double contrôle, un périmètre de sécurité autour du stade antiterroriste. On aura en tout 4000 personnes sur le dispositif, a fait savoir Laurent Nunez. Ensuite, 2500 policiers et gendarmes seront déployés autour du stade. 1500 dans Paris et ses transports. On fait appel aux CRS et aux gendarmes mobiles. Et encore, l'unité d'élite de la BRI sera également mobilisée en appui du RAID pour sécuriser les déplacements des athlètes israéliens. Voilà, aux forces de l'ordre s'ajoutent encore 600 agents de sécurité. Bon, il y a du monde quand même, sachant que je précise qu'il y a 20 000 spectateurs attendus. Et évidemment, l'élite de l'élite, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron seront là. Donc voilà, c'est intéressant. Forteresse, ça c'est sûr. Forteresse. Et ce qui m'a interpellé, ce match contre la bêtise ou ce match contre l'antisémitisme, c'est vraiment pertinent. Je me tourne d'abord vers vous, Alexandre Langlois. Déjà, il y aura beaucoup de gens officiels, parce qu'on voyait sur tous les réseaux sociaux, chaque politique était content de dire s'il allait ou pas à ce match. Voilà, on a aussi Valérie Pécresse qui a dit « je viendrai ». Et tout le monde va venir à se demander s'il y aura réellement des supporters ou ce sera juste une facette politique qui va se jouer. Donc, première chose. Deuxième chose, derrière ce match, on ne devrait pas politiser le sport. Ce serait l'occasion de faire des choses bien. Non, tout le monde veut le politiser à mort en disant c'est la lutte contre l'antisémitisme. D'autres disent qu'ils ne vont pas au match, du coup, c'est encourager le génocide à Gaza. Du coup, on est sur des choses incroyables, sur disant qu'on parle d'un match de foot, à un moment où les gens devraient pouvoir se retrouver. Et donc, je précise d'ailleurs, que les drapeaux anti-palestiniens sont interdits. Oui, on interdit, on autorise. Je veux dire, on est dans un endroit très difficile, et avec quelque chose en France où le sport est de plus en plus politisé et surtout sanctuarisé. Je veux dire, on avait vécu les JO avec des QR codes, des barrières dans tous les sens, personne ne pouvait circuler. Donc là, ça va être la même chose avec un petit dispositif en plus assez intéressant, c'est que le Stade de France est une zone privée. Donc la police ne peut intervenir que sur autorisation des gens qui gèrent le Stade de France. J'ai pu avoir l'exemple à un moment, un collègue qui avait voulu travailler, parce qu'il travaillait au Stade de France en tant que policier, et voilà, il avait été refoulé à l'entrée par un agent de sécurité parce qu'on lui a dit c'est une zone privée. Donc j'espère que cette fois-ci, les agents de sécurité sont bien briefés pour les circulations des effectifs de police. Donc voilà, et on est en train de faire quelque chose d'énorme. Donc après, par contre, une autre chose qu'on sécurise parce qu'il y a un risque, c'est très bien. Après, il y a une autre chose aussi, ce que ça montre, ce qui avait déjà été énoncé depuis plusieurs années, c'est que les services de renseignement français sont un peu aveugles. Quand on doit déployer un tel arsenal, c'est qu'on n'est pas capable de savoir d'où vient la menace, si on a eu une réellement. Ouais. Si jamais on était capable, on pourrait faire des choses en avance et mettre les dispositifs policiers aux bons endroits et aux endroits stratégiques. Quand on arrose partout, c'est qu'on est dans l'expectative qu'il va peut-être se passer quelque chose et plutôt dans une réponse à de l'attente de l'opinion publique plutôt que des fois une menace sécuritaire où en tant qu'il y en a une, mais qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je rappelle que Laurent Nunez n'est pas forcément la personne la plus compétente sur ça. On a pu voir son résultat sur la lutte du trafic de drogue quand il était préfet de police à Marseille. On a pu voir son résultat en tant que responsable de coordination de la cellule antiterroriste qui était
était piloté par l'Élysée au moment de l'affaire Samuel Paty. Donc, je veux dire, quelqu'un qui est très politique, qui est très bon courtisan, parce qu'à chaque fois, il gagne des postes, mais c'est lui qui gère le dispositif ce soir pour la préfecture de police de Paris. Donc, il a fait un dispositif politique, c'est très bien, mais est-ce que ça va sécuriser les gens? Je ne sais pas. Au final, combien de personnes vont assister au stade? Voilà. Et je pense que déjà, nos amis politiques sont prêts. Est-ce qu'il y aura des supporters anglais qui vont mettre le bazar? La question est posée. C'est vrai qu'il faut s'inquiéter des supporters anglais, vous avez raison. J'ai juste une information de Valentin Schirmer, que vous connaissez tous ici, un Tintin qui va arriver pour la chronique des Tintins tout à l'heure. N'Golo Kanté, qui est capitaine ce soir de l'équipe, a refusé de porter le t-shirt Je suis Charlie en 2015, après Charlie Hebdo. Voilà, juste dans la lutte contre l'antisémitisme, de toute façon, on peut remonter un peu loin. Alors, oui, mais à partir de là, je ne suis pas pour qu'on instrumentalise les sportifs. S'il y en a un qui ne veut pas porter Je suis Charlie, il a le droit d'avoir son opinion. Pourquoi on va le forcer à porter un t-shirt qu'il ne voudrait pas porter? C'est un petit peu comme on a eu le cas plus récemment dans un autre sens, où on a dit la lutte contre l'homophobie, vous devez porter un t-shirt LGBT. C'est un joueur, on dit non, je n'ai pas envie. Donc je veux dire, pourquoi instrumentaliser le sport? Mais évidemment, mais on est d'accord. On ne devrait pas le savoir de ce qu'ils en pensent ou pas, en fait. Ils devraient venir avec le maillot de leur équipe nationale, de jouer le foot, et pas de savoir s'ils sont pour Charlie, et pas je pour suis Charlie. D'accord avec vous, Alexandre. Je vous donne mais... juste un argument qui casse leur propre symbole, puisqu'ils disent que ce match est le symbole de la lutte contre l'antisémitisme. Ils veulent faire d'un sport un symbole, donc allons jusqu'au bout de leur comment dire. Mais la logique, mais il n'y a pas de logique derrière. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est que c'est dramatique et que je rappelle cette belle phrase d'Emmanuel Macron qui, pour une fois, avait raison, mais une fois de plus, faites ce que je dis, pas ce que je fais. On ne doit pas instrumentaliser le sport pour faire de la politique. Il ne l'a jamais appliqué, mais enfin, la phrase était intéressante. Oui. Régis. C'est une comédie avec un objectif, cette façon de monter ça en épingle, ça aurait dû être un non-événement, cette façon de monter ça en épingle, parce qu'il y a une demande de délocalisation du match, une demande d'annulation, demande d'annulation justifiée. Je suis désolé, quand j'entends le ministre des Sports qui vient en disant toutes les équipes sont les bienvenues, ah non, monsieur. Les Russes, le lendemain de leur entrée en Ukraine, ils ont été virés de partout. Les Biélorusses aussi, qui n'avaient rien fait. Hein. Donc non, tout ça, c'est une hypocrisie, c'est une tartufferie. Et tout ce qu'on est en train de nous servir là n'a qu'un objectif, c'est de dire à Monsieur Netanyahou, on est avec vous, voyons, on est avec vous, on vous soutient. Alors, ceux qui le font, je parle des Français, je parle des élites dont vous avez parlé qui vont au stade, hein, c'est pour pouvoir faire plaisir aux représentants, j'ai bien dit aux représentants, autoproclamés souvent, de la communauté juive en France. Moi, je connais plein de juifs qui sont scandalisés par ce qui se passe au Moyen-Orient et qui considèrent que cette instrumentalisation n'est pas digne, cette instrumentalisation du match. Hein. C'est un match contre l'antisémitisme. De quoi vous parlez? Puis je vais rappeler qu'au plan sportif, c'est une plaisanterie. Israël est en Asie de l'Ouest, mais en Asie. Qu'est-ce qu'Israël? C'est comme le Maccabi Tel Aviv. Qu'est-ce qu'ils font dans des compétitions européennes? Si c'est pas la preuve que ce pays qui est refusé par son continent, puisqu'ils peuvent pas faire ces compétitions sportives, pose quand même, je veux dire, un problème. C'est un aveu. Donc on le rapatrie chez nous, hein, et on le transforme en pays européen et on le fait participer à une compétition européenne. En plus, c'est au plan sportif un match qui n'a aucune espèce ni d'intérêt ni d'importance. Oui. Hein. Donc moi je suis. Vous dites ça parce que Israël, risque d'être battu plat de couture. C'est pour ça que vous dites ça. Mais attendez, il représente rien sur le plan sportif. L'équipe d'Israël, et c'est normal, c'est un petit pays. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas, je sais pas quelles sont leurs traditions sportives, mais c'est une compétition et c'est un match qui n'a aucun sens véritablement sportif. Oui, voilà. Hein, un sens politique. On a instrumentalisé sur des bases politiques. Alors, en même temps, c'est choquant parce que il se passe des choses horribles toujours. Hein. Faut pas
oublier en France, parce que ça on l'oublie, que ce qui se passe à Gaza, le massacre de Gaza, les exactions en Cisjordanie, tout ça est documenté, il y a des vidéos, il y a des films, et que le monde entier, en dehors de l'Europe, les voit. Non, le monde entier, je parle du monde entier, hein, tout le monde regarde, et dans nos banlieues aussi, tout le monde regarde Al Jazeera, et le spectacle y est épouvantable. Faire comme si ça n'existait pas, je pense que c'est pas une bonne action. Bon, Alexandre, là je me tourne une seconde vers Alexandre, je pense que... Bientôt, ils vont faire l'émission sans moi, parce que maintenant, ils s'interpellent l'un l'autre. Je peux me tromper, hein, si jamais il y a un attentat, je ferai mon mea culpa, mais je pense que tout ça, c'est du cinéma aussi, il va rien se passer. Les services de renseignement sont tellement démantelés et aveugles qu'on n'en sait rien en fait. Donc c'est le déploiement de force dans tous les sens. On sait qu'il y a quelqu'un qui a brillé par son incompétence dans tous ses précédents postes, à part de courtisan près d'Emmanuel Macron, M. Nunez. Voilà, M. Retailleau vient d'arriver. J'ai pas l'impression qu'il soit plus brillant non plus en tant que ministre de l'Intérieur. Mais enfin, dans tous les cas, il vient d'arriver, donc il n'a pas encore toutes les manettes. Donc effectivement, on est sur quelque chose de complètement lunaire. Et puis cette prise de position, donc des gens qui vont venir au stade pour dire c'est un symbole politique de l'antisémitisme. Je pose la question, si l'équipe de France gagne, est-ce que l'équipe de France sera antisémite pour avoir battu l'équipe d'Israël? Petit trait d'humour, hein, voilà. Et de l'autre côté, on a l'instrumentalisation de l'autre côté, des gens qui disent je ne vais pas venir au match de foot parce que c'est soutenir l'État d'Israël. Dans les deux cas, ça n'a rien à voir. C'est un match de foot en plus qui n'a aucune importance stratégique. C'est un match de foot amical pour passer un bon moment, ce qui devrait être un moment sportif. Donc, je veux dire, tout le monde instrumentalise ça. Et de chaque côté, c'est malheureusement le problème. Donc, laissons le sport faire quelque chose qui doit être rassembler les hommes normalement et pas les diviser comme c'est le cas aujourd'hui. Non, mais sur tout le déploiement, forteresse, etc., c'est qu'on veut faire peur. Parce que les hordes antisémites sont chez nous. Voilà ce qu'on nous vend. Hein. Elles vont déferler. Ça va être exactement... les points Goodwin tombent toutes les 5 minutes. Ça va être... Régis, à Amsterdam, il y a quand même eu des attaques. Alors certes, il y avait de la provocation du côté du Maccabi Tel Aviv, mais enfin des supporters, mais il y a quand même eu vraiment des pièges. C'était fomenté à l'avance contre ces supporters. Oui, c'était des bagarres entre hooligans. C'était d'abord et avant tout ça, c'était des bagarres entre hooligans. Bon, effectivement, il y a eu des affrontements, il y a eu une dizaine de blessés qui sont tous sortis de l'hôpital le lendemain, ils ont été hospitalisés. Je ne nie pas qu'il y a eu des violences, je ne nie pas l'antisémitisme avec la rage, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le spectacle de Gaza, hein, et que c'est grave et il faut y faire très attention, mais là, c'est une mise en scène. Là, c'est une mise en scène. On veut nous faire peur. On veut nous faire peur à propos des hordes, etc. Je trouve pas ça très fin, effectivement, d'avoir programmé ce match. Il devait avoir lieu. C'est une compétition, d'accord. Puis, ça fait longtemps qu'Israël participe au tournoi européen. Eh bien, on pouvait le faire ailleurs que de le faire dans le 9-3. Bon, voilà, c'est tout. Moi, en même temps, qu'il ait lieu, ce match, je pense que dans 48 heures, on n'en parlera plus. Oui. Hein, et le massacre de Gaza va continuer. Le Moyen-Orient va rester totalement inflammable avec une possibilité que ça dégénère avant la prise de fonction de Donald Trump. Ça m'intéresse plus que cette espèce de pantalonnade à laquelle se livre la classe politique française. Oui, et je rappelle aussi le mot de Benjamin Netanyahou, c'était pour Amsterdam, mais il avait parlé de pogrom. Donc là, on est lutte contre l'antisémitisme, match contre la bêtise, et puis pogrom sur les heurts, les affrontements qui avaient eu lieu. On est quand même sur des mots, en effet, très très symboliques, chargés de symboles, très forts, politisés autour de ce qui s'est passé. Allez, un dernier petit mot, parce que c'est un sujet qu'on suit, comme un petit fil d'Ariane. Eh bien, ce majordome de Michel Barnier, qui a été interpellé avec 51 grammes de cocaïne. Voilà, ça c'était jeudi dernier. Le maître d'hôtel de Matignon a été interpellé en pleine transaction dans le 9e arrondissement de Paris, au moment même où sortait l'information du Parisien donc, sur cette interpellation. Bruno Retailleau, Didier Migaud annonçaient à Marseille leur plan de lutte contre le narcotrafic. Tiens, ça tombait bien, on écoute d'ailleurs le plan de lutte. Hein. Cet enfant qui aujourd'hui est entre la vie et la mort, 5 ans, 2 balles dans la tête, c'est ça les conséquences. Donc chaque consommateur doit tirer ses conséquences et doit être responsabilisé. On fera des agences forfaitaires délictuelles. Il faudra les augmenter. Je n'ai pas de tarif à annoncer. Simplement, je veux redire que quand on a une AFD, une amende forfaitaire délictuelle,
elle est inscrite au casier judiciaire. Et on fera aussi une grande campagne de communication, un peu comme on a pu la voir sur nos écrans pour la prévention routière, avec des images chocs, pour dire à chaque Français, si vous achetez un joint, un rack de coke, vous êtes complice. Vous êtes complice de celles et de ceux qui tuent des enfants, qui brûlent des adolescents. Ça, c'est fondamental. C'est beau, hein, vous êtes complice de ceux qui tuent des enfants. On va pouvoir le retourner à notre gouvernement. Le culot. Ouais. Il y en a 3 qui ont acheté des rails de coke, qui ont acheté d'autres drogues, des drogues chemsex. Ils sont toujours paisiblement installés sur leur fauteuil de parlementaire. Non mais vous n'avez pas honte, monsieur Retailleau. Et on vient d'apprendre que au plus haut niveau de l'État, certes un majordome, mais quand même, était lui-même trafiquant. Aïe, 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 aïe. Bon. Il était trafiquant. Un sacré tocard, ce monsieur Retailleau. Trafiquant, d'ailleurs, le majordome qui avait pris ses fonctions sous Édouard Philippe, qui était en arrêt maladie. Donc, savoir est-ce qu'il trafiquait ou pas pour Matignon. Oui, c'est ça. C'est un peu la question qui se pose. Voilà, est-ce qu'il faisait un point de deal Est-ce qu'il arrondissait ses fins de mois ou est-ce qu'il travaillait pour... Est-ce qu'il travaillait ? Je rappelle qu'il y a des ministères où il se faisait livrer de la cocaïne et la personne qui avait été... objet de la livraison de cocaïne a été déplacé à la direction de la police nationale pour pas déranger. Donc, je veux dire, à partir de là, le gouvernement tue, selon les mots de monsieur Retailleau, parce que du coup, les élus tuent, mais du coup, c'est leurs amis. Et c'est très intéressant, c'est sur le mode de sanction, parce que du coup, ce sera des amendes forfaitaires. Donc déjà, il n'y a pas de libre arbitre, c'est forfaitaire, vous payez. Et ce qui est assez intéressant sur ces amendes, ça peut être au casier judiciaire, c'est pas très grave en soi, qu'ils regardent pour des postes de politique, ce qui veut dire que tous nos politiques pourront dire, on paye les amendes forfaitaires, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Nous, on a le pognon pour payer nos amendes. Vas-y, paye. On va pouvoir continuer de consommer. Par contre, le petit gars, à l'inverse, qui ne pourra pas payer, lui sera insolvable. Donc, en fait, il va inciter ceux qui peuvent payer à continuer de se droguer parce qu'ils ont les moyens de payer des amendes forfaitaires, et les autres qui veulent réprimer en disant vous êtes dans la cité, etc., eux, de toute façon, ils ne sont pas solvables. Donc, ils ne payeront pas l'amende non plus. Donc, ils sont en train de nous mettre un système complètement inefficace, complètement injuste. Une fois de plus, on attaque les gens au portefeuille. Et moi, je serais pour qu'on leur fasse des missions d'intérêt général. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens qui consomment à la fois dans des quartiers populaires et au Sénat, à Matignon et partout, ils se retrouvent pour des missions d'intérêt général qui voient les conséquences et que ça leur prenne du temps, qui prennent les trucs, et là, ce serait juste, et ce serait peut-être plus efficace. Je pense, par exemple, à la sécurité routière, ils nous reparlent des amendes forfaitaires, mais c'est encore une fois de plus un touriste, parce que ceux qui peuvent se permettre de payer, ils payent, ils peuvent continuer un appartement, de faire ce qu'ils veulent. Derrière, il y a des peines de prison pour les choses plus graves, mais des choses qui sont réellement handicapantes et qui, je pense, plus pédagogiques, en emmenant les gens qui conduisent comme des pieds et qui font n'importe quoi à l'hôpital de Garches, où il y a les grands accidentés de la route, qui voient les conséquences de leurs actes, que ça leur prenne du temps sur leur journée, qu'ils soient PDG, qu'ils soient chauffeurs, qu'ils soient chômeurs, on s'en fiche en fait. Et là, il n'y a plus de distinction en fait de classe sociale, en disant je peux payer, je peux continuer à faire ce que je veux ou pas. Donc M. Retailleau est un sacré hypocrite, il va lutter contre rien, il va continuer de creuser les inégalités, et il a reconnu officiellement que des sénateurs, des députés, Joël Guerriau, il a fait des photos avec lui, des déplacements, etc., c'est un de ses amis du coup, tuent les gens et ça ne lui pose pas de problème. Donc à partir de là, M. Retailleau, le mieux c'est qu'il démissionne et qu'il arrête cette pantalonnade, qu'il s'en aille et qu'on nettoie les écuries d'Augias. Oui. Voilà, mais a priori, ce n'est pas le programme, c'est juste de taxer un peu ce qu'on peut comme pognon et de façon même pas efficace pour les gens non solvables. Eh bien, oui, merci beaucoup. En tout cas, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, on va rester sur cette phrase, le gouvernement tue, à noter. Merci encore à tous les deux. C'est M. Retailleau qui le dit, c'est important. Oui, si on suit la logique, on est bien d'accord. Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma, une justice politique, édition L'Artilleur. Merci à tous les deux et à très vite sur Talks